une intégrale qui nous donne le temps de collision, enfin l'inverse du temps de collision. La question, c'est, alors ça nous donne en fonction des angles, bon, en fonction de θ si vous voulez, mais vous voyez que le donné en fonction de θ, qui était en fait, c'est celle-là, hein, vous remettez tout sorti dans l'ordre, hein, ça vous fera ça. J'ai juste réécrit ça. Si on regarde un peu ce qui se passe, on voit quand même que l'intégrale, là, elle n'est pas très sympa parce que elle diverge pour θ égale 0. D'accord? Alors, ça veut dire quoi? C'est quoi? Alors, ça diverge, de toute façon, vous avez dénominateur θ égale 0, vous avez 1 sur 0, donc l'intégrale diverge. D'accord? C'est clair pour tout? Que ça a divergé, ce machin? Alors, qu'est-ce que c'est? À quoi ça correspond? Alors, θ égale 0, ce sont des électrons qui arrivent très loin du diffuseur. Alors, quand ils arrivent trop loin du diffuseur, eh ben, ils sont peu déviés. Alors ça, c'est normal, parce que finalement, si vous prenez un diffuseur qui est là, un diffuseur là, là est tranquille, un diffuseur qui est là, et puis je prends un électron qui est très très loin, ben, boum, il va être à peine diffusé. D'accord, il le voit à peine le diffuseur. Et l'angle θ, il ne faut pas oublier qu'il est défini là. D'accord? Puis si je prends un électron qui est encore plus loin, boum, lui il ne le voit même pas le diffuseur. D'accord? Ça c'est logique. Donc là c'est θ égale 0. Donc pour lui, le temps, le taux, il tend vers l'infini. Mais ça c'est parfaitement logique, hein. Ça veut dire que si le machin il passe à 2 km du diffuseur, évidemment son temps de vie il est infini. Hein. Parce que le diffuseur ne va pas le voir. Enfin lui il ne voit pas le diffuseur. Donc c'est logique que quand je tends vers θ égale 0, le 1 sur taux, voilà, vous voyez, j'ai pas de problème. Bon. Alors par contre, ce qu'il y a, c'est que notre problème, il va jamais se passer comme ça. Parce que, pourquoi je ne peux pas avoir cette configuration? Bah, parce que là, j'ai un autre diffuseur. D'accord, dans mon système. Et donc, en fait, il ne peut pas s'éloigner très loin d'un premier diffuseur. Parce qu'ici, j'ai une distance que je vais appeler Rm. Ok? Et cette distance Rm, c'est simplement ni puissance moins 1 tiers. Puis je mets un 1/2 pour être précis, d'accord, parce que c'est la moitié de cette distance-là qui compte. Okay. Donc, je vais dire que la distance maximale d'approche que j'appelle R max, c'est 1/2 de ni puissance moins 1 tiers. Ok. Hmm. Hmm. Ouais. Hmm. Ah oui, attendez, ouais. Alors, 1 sur taux diverge. Taux. Attends, taux normalement doit diverger pour ce truc-là. Et vous dites, ah oui, il y a un problème qui ne va pas. Ouais, il doit tendre vers 0. Alors attendez. Mais,
4 sinus carré θ sur 2. Ouais, il y a un gars quelque part. Parce que l'intégrale, elle est juste, hein, ça c'est sûr. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que quand on fait. Parce qu'en fait, c'est le sinus θ qui fait 2 sinus θ sur 2, cosinus θ sur 2. Et après, on peut simplifier le sinus carré θ sur 2. Ouais, je pense que ça fait bien 0. Non, c'est moi qui me suis planté. Non, ça fait bien 0. C'est moi qui me suis planté, mais ça fait bien 0. On est d'accord, l'intégrale fait bien 0. Bon. Donc, on est d'accord, le temps tend bien vers l'infini. Alors, maintenant, on va en fait continuer. Donc, on va. Ouais. Mm-hmm. Mm-hmm. Alors, en fait, si vous. Ouais. Alors, je vais vous expliquer. En fait, alors il y a 2 limites qu'il faut regarder. En gros, on a ici, on peut le voir aussi, ça revient à le donner en fonction de la distance d'approche ici. Parce que quand vous faites Rutherford, en fait, c'est lié. D'accord. Donc, la question, c'est de savoir à combien on va entre quelle distance et quelle distance on va intégrer pour calculer le taux. D'accord. Parce que quand vous voulez calculer taux, il faut intégrer sur toutes les distances d'approche pour calculer le taux. D'accord. Parce que taux, il dépend de la distance au départ à laquelle vous approchez de votre centre diffuseur. Alors, évidemment, la question, c'est de savoir physiquement qu'est-ce qu'on prend. Alors, l'idée, évidemment, ce serait de prendre tous les taux possibles, tous les θ possibles, si vous voulez. Alors, le problème, c'est quel est le sens physique de faire ça? Alors, le problème, c'est que vous avez déjà les particules qui arrivent très très loin. D'accord? Et les particules qui arrivent très très loin, celles qui ne sont pas déviées, en fait, si vous les comptez, il y a un problème, c'est que vous considérez qu'il n'y a qu'une seule particule dans votre système. Alors, le problème, c'est que vous avez d'autres particules qui sont à une distance 1,5 de Ni puissance moins d'un tiers, avec un Ni qui est la densité de particules. Donc vous êtes obligé de couper votre intégrale à cette distance-là. D'accord. Et puis après, vous êtes obligé de remultiplier par Ni, qui est le nombre de particules par unité de volume. D'accord. Donc ça, c'est la première chose qu'il va falloir qu'on fasse. D'accord. On ne peut pas intégrer toutes les longueurs d'approche. Alors, en fait, on va compter toutes les particules qui s'approchent entre le R et le R max. Donc ça, c'est la danse maximale d'approche.
Là, on va prendre R. Alors pourquoi? Parce qu'on va considérer finalement que le R essentiellement, si vous voulez, c'est en gros c'est la taille de la particule, si vous voulez. D'accord. Donc on va compter toutes les particules en gros qui arrivent entre là. Alors si je vais la frontière, disons ici j'ai la frontière, vous voyez, qui passe entre mes deux particules. Donc je compte toutes les particules qui arrivent là, d'accord, entre ces deux-là. D'accord. Donc ici, j'ai la longueur grand R, et ici, j'ai la longueur petit r max. Voilà. Et je vais compter celle-là. Alors je vois que personne comprend mon dessin. Donc vous voulez que je refasse mon dessin. C'est ça? C'est le bazar. Ok. Ok, je vais refaire mon dessin. Alors, ça c'est pas compliqué par contre. Distance maximale d'approche. Je vais refaire, attendez. Je vais le faire proprement, bougez pas. Un diffuseur. Et même en maternelle, j'étais pas bon en dessin. Ça va pas s'améliorer. Je vais mettre. Ah, c'est vrai, j'oublie toujours ça, mais. Ça, c'est vrai. Mais quand il y en a plein à faire, c'est un peu long. Alors là, je vais mettre une frontière. Alors, je vais la faire bien, la frontière. Vous avez raison, la frontière, il faut que je la fasse bien. Je vais faire une frontière qui. Ma frontière. Voilà, ma frontière, elle est là. Elle est juste au milieu. D'accord? Et puis, je vais faire une petite boule. Là, c'est vrai que c'est pas mal ça, en fait. Voilà. Alors, ma petite boule. Elle a un rayon grand R. D'accord. Et elle a Rm qui est égal à 1 demi de NI puissance moins 1 tiers. Et alors après, je vais essayer de me faire des traits. Ouais, je peux pas, si je peux en faire un autre. Ouais, il me propose pas de les dupliquer, ce qu'on. Non, je sais pas ça que je vais faire. Il y a plus que je fasse un trait maintenant. Pourquoi il veut plus que je fasse mes traits, moi? Ils sont pas verts, enfin, c'est pas grave, on va faire ça comme ça. Bon, le problème, c'est qu'évidemment, j'ai mal dessiné parce que normalement, ils sont déviés. Comme ça, c'est nul parce qu'il faut que je les fasse dévier, sinon ça ne marche pas du tout. Une histoire. Que là, ils doivent être déviés, mes tricots. Plus quand j'avance, c'est moins en moins dévié. Ok. Voilà. Alors, ce que je voulais vous montrer sur ce dessin, c'est la chaussure. Donc j'ai un diffuseur là, un diffuseur là. Alors, ce qui nous intéresse, c'est qu'on va intégrer
alors sur quoi on intègre dans ce bazar? C'est sur les angles de diffusion θ. Ok, ça c'est mes électrons qui arrivent, enfin c'est mon électron qui arrive, mais on va considérer la distance à laquelle il arrive de mon centre diffuseur. Ok. Bon. Alors, moi je vais intégrer sur θ, mais en fait, ça revient à regarder à quelle distance il arrive, parce que θ est relié à la distance à laquelle il va arriver. Okay. Alors, première chose, plus il arrive loin, moins il est dévié. Ça, c'est clair. Alors, première chose, je vais faire un petit cercle, je vais intégrer entre R-min. R-min, en gros, ça revient à dire, c'est un petit peu la taille apparente de mon diffuseur, si vous voulez. C'est l'endroit où la diffusion, c'est un petit peu quand il sera écranté, c'est un peu comme les rayons d'écrantage, d'accord? C'est la longueur sur laquelle on a vraiment le potentiel actif. C'est un peu comme si on avait une bille de cette taille, si vous voulez. Bon, ce qui est plus compliqué à comprendre, c'est cette longueur R max. Alors, l'idée au départ, ça serait de considérer les électrons qui arrivent comme ça. Et puis je continue. Et j'arrive au tout petit état, voire θ0, et puis je pourrais en tracer une infinité comme ça, qui serait pas déviée du tout. D'accord, qui me donnerait les contributions à petit état. Sauf que c'est oublier que j'ai un autre diffuseur à un endroit. D'accord. Et cet autre diffuseur, lui aussi, à un moment, il va me diffuser mes électrons. Ok. Lui aussi, il va faire ça. Donc si moi je veux calculer la diffusion par une impureté, il ne faut pas que j'intègre entre 0 et l'infini, enfin entre R et l'infini. Si je veux calculer l'effet d'une impureté, il faut que je coupe mon intégrale à cet endroit-là. Parce que la distance maximale qui a un sens pour faire mon calcul, c'est la moitié de la distance entre deux impuretés qui vont diffuser. La moitié de la distance entre deux diffuseurs. Alors, sur cette distance pile, normalement, effectivement, elle n'est pas déviée. Oui, oui. En fait, l'idée simplement... alors, c'est un peu plus complexe que ça parce que on est dans un régime où on calcule, justement, on calcule de façon séparée l'effet de chaque diffuseur. D'accord? C'est-à-dire que ce qu'on fait, c'est qu'on calcule le temps de diffusion entre ici et ici. Simplement, on oublie qu'il y a le diffuseur 2. D'accord? Seulement, on fait un cutoff sur l'intégrale là. Et après, on le fait à la barbare, on ajoute le temps obtenu sur chaque impureté. D'accord? On ne fait pas un calcul compliqué où on ajouterait l'effet de ces deux impuretés. Vous voyez ce que je veux dire? Si on faisait un calcul très raffiné, comme vous le suggérez, on pourrait dire « Ah oui, mais je calcule le temps là, mais ah oui, mais il faut que je rajoute l'effet de cette impureté. » Ce qui serait vachement subtil. Ça se fait, si vous voulez. Mais ça, c'est des effets compliqués. D'accord? Parce que vous avez des effets à plusieurs corps, là. Donc nous, on est vraiment, on le fait à la hussarde, on calcule là, simplement, pour tenir compte du deuxième, on coupe l'intégrale. C'est tout ce qu'on fait. Oui, monsieur Sauvage, vous avez une question? Ouais. 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 Ouais, alors ça, c'est un peu, alors c'est le genre de truc qui est un peu chiant. En fait, ça justement, c'est un truc que je comptais pas faire parce que ça, c'est fait dans les, c'est la diffusion de Rutherford, ça. Donc c'est un peu pénible à faire. Donc je vous donne la réponse. Donc en fait, la réponse c'est que la tangente de θ min sur 2, c'est simplement égal à R sur R min. Alors pourquoi c'est comme ça? Ça, c'est la diffusion de Rutherford.
Donc justement, ben, en fait, vous regarderez sur Internet, vous tapez diffusion de Rutherford. C'est un peu chiant, hein, je vous dis pas que c'est un plaisir. Bon, alors finalement, on n'obtient que 1 sur tau. Donc en fait, ce qu'on a dit, ça joue uniquement là-dessus, hein, c'est-à-dire que finalement, le fait qu'on coupe à la fois là aux petits et aux grands angles, ça juste joue sur la borne de l'intégrale ici. D'accord? Donc vous trouvez que 1 sur tau est égal à l'intégrale d'entre... alors, il va nous rester finalement le 2pi ni v r carré sur 4. Donc ça vient simplement de l'expression qu'on avait tout à l'heure dans un ordre un peu différent. Et puis vous avez une intégrale. Alors l'intégrale, les bornes. Vous avez θ min. Alors ici, vous intégrez jusqu'à pi. Alors ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que les rétrodiffusions, elles vont compter à peine. Celles-là, c'est des trucs qui vont... Vous êtes vraiment piqué autour de 0. Vous verrez que celle-là, elle compte quasiment rien. Et puis, il vous reste un 1 moins cos θ sur sinus, sinus carré θ sur 2. Et puis, il vous reste ici un sin θ dθ. Voilà. Bon, alors en fait, là, bon, on a fini le calcul, en fait, si vous voulez, parce que ce qui se passe, c'est que si vous regardez l'intégrale, vous n'avez plus qu'une intégrale angulaire ici. Ça, on va donner le résultat parce que vous n'avez plus que des choses sans dimension. La physique, elle est sortie. Ça, c'est une intégrale sur θ. Bon, elle n'est pas très... voilà, il n'y a plus que des nombres sans dimension dedans, donc elle n'est pas super intéressante. Et donc, vous obtenez finalement le résultat suivant. C'est que l'inverse du temps de diffusion s'écrit 2pi ni r carré v. Et alors le résultat de l'intégrale, hein, c'est un log. Donc ça, je n'ai pas cherché à le démontrer. Hein, c'est un truc sur r au carré. Voilà. Donc ça, c'est le résultat. Donc là, on a à peu près fini. Alors, on peut aller un tout petit peu plus loin en regardant ce qu'il y a dans ce R carré, parce que finalement, c'est ça qui est intéressant. Parce que le R carré, il enferme quand même un terme qui dépend de la vitesse. Puisque je vous rappelle que ce R carré, il est en lui-même en 1 sur V carré. D'accord? Alors, on va essayer de... Alors, on va laisser tomber un peu les préfacteurs, parce que ce qui nous intéresse, nous, c'est regarder des dépendances en énergie. D'accord? Donc, on va laisser tomber un peu ce qui ne nous intéresse pas devant. Donc, je vous rappelle que R, c'est un truc qui est 1 sur V carré. Ok? Donc, R carré, c'est un truc qui est en 1 sur V4. Oula. C'est bien mal écrit. D'accord? Donc, finalement, vous trouvez évidemment que R carré V, c'est en 1 sur V cube. Bon, alors là, on n'a pas inventé grand-chose. Et vous trouvez que ça, c'est essentiellement 1 sur epsilon sur l'énergie à la puissance 3,5 en prenant que E égale 1,5 de mv2
qui doit bien être juste quelque part. Vous n'endormez pas. Et ça vous donne que le taux de E, vous trouvez un truc qui a epsilon puissance 3,5 sur le log de 1 plus... alors si vous mettez... Alors vous bidouillez un peu parce que ici vous avez le R carré aussi, donc il n'est pas très important, on va voir tout de suite. Et vous allez trouver un alpha, ça, puissance 4. Bon. Alors en fait, ici vous avez, ça c'est compris dans un log, ok. Donc vous savez que la puissance va toujours être, va dominer le log hein, très très vite. Donc en fait, vous trouvez que taux de epsilon, c'est essentiellement epsilon puissance 3,5. Ok. Voilà. Donc, ce que vous venez de voir, c'est que la dépendance en énergie du temps de relaxation est d'autant plus haut que l'électron est haut en énergie. Bah, non, parce que vous êtes dans un semi-conducteur non dégénéré, donc l'énergie n'a pas vraiment de... Il n'a pas de niveau de Fermi, si vous voulez. Parce que vous n'êtes pas dégénéré, donc c'est simplement l'énergie. Alors justement, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on verra que dans un métal, c'est un peu différent, parce que là, on a un niveau de Fermi, mais là, quand vous commencez à grimper en énergie, le temps de vie augmente. Ce qui n'est pas forcément le cas dans un métal. D'accord. Là, quand vous commencez à grimper en énergie, alors c'est un petit peu normal en fait, parce que si vous regardez des défauts statiques, le truc, s'il fonce complètement par-dessus, il ne les voit pas, quoi. C'est un peu comme quand vous êtes en ski, quand vous avez des bosses, des fois vous atterrez à fond par-dessus, vous ne les voyez pas, quoi. Voilà, c'est pareil pour l'électron. S'il y a trop de défauts, ils foncent par-dessus, ils ne les voient pas, quoi. Donc c'est une dépendance en epsilon racine de epsilon. D'accord. Donc ça, c'est typiquement ce qui se passe dans un semi-conducteur. Donc ça se mesure, ça se mesure assez bien, ça. Ouais. Ah non, 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 non. Je suis d'accord avec vous, un électron ne disparaît pas. Non, mais il relaxe. C'est-à-dire qu'il se casse la gueule en énergie, quoi. Non, non, je suis d'accord, non, non, c'est pas un temps de vie. C'est un mauvais, c'est pas un bon nom. Il est pas là, le chat, aujourd'hui? Il relaxe. Il perd son énergie, soit par émission d'un phonon, soit par émission d'un photon, et il descend en énergie. C'est-à-dire qu'en fait, dans ce cas-là, alors là, si c'est en fait, non, non, excusez-moi, c'est moi qui me trompe. Là, on est en train de regarder les collisions élastiques. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment, il va changer de moment, à faire chtonk, chtonk, il va partir comme ça. Ah, excusez-moi, alors, je vais le mettre dans quel sens? C'est-à-dire qu'il arrive comme ça, et puis il va être diffusé, donc il va repartir comme ça, il va changer de direction. Là, c'est purement élastique dans ce cas-là. Donc vous avez un flux d'électrons, puis à un moment, il va être... Mais alors c'est assez léger, vous imaginez comment vous... imaginez qu'il y a une colline, par exemple, qui est le potentiel fait par l'impureté, c'est une sorte de bosse. Et l'électron, il arrive, il est dévié par la bosse. D'accord. Mais il rentre pas dans la bosse. On peut voir plutôt ça comme il est dévié par la bosse. Mais il garde son énergie. Vous voyez ce que je veux dire? Mais du coup, ça crée de la résistance parce que si vous imaginez ça sur l'ensemble des électrons, le mouvement total vers l'avant est diminué. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça qui crée de la résistance dans ce cas-là. Alors, le temps de vie, pourquoi? Parce que si vous passez d'un état K à un état K', vous êtes plus sur le même état quantique, vous êtes plus sur la même, parce que vous passez d'un état K à un état K'. Donc
en fait, vous avez bien changé, vous mesurez bien le temps de vie de l'état K. Non, ça vous convainc pas ce que je dis? Mais si, parce que vous êtes d'accord, quand vous diffusez de K à K', vous changez d'état propre. C'est ce qu'on vient de calculer. La résistance diminue, c'est-à-dire? Ouais. Ça va augmenter. C'est ce qu'on vient de calculer. C'est exactement ce qu'on vient de calculer. Par contre, la question qu'on pourra se poser quand on fera le transport quantique, c'est celle que vous suggérez. Si je prends un électron, je le mets dans un état quantique, je le lâche et il se promène, quelle est la résistance qui est due à ce phénomène-là? Ça, c'est pas complètement trivial comme réponse. Alors, maintenant, on va supposer que notre impureté qui est là, elle est neutre. Alors ça arrive, hein, ça, même très souvent. Les exemples les plus récents, les plus courants, c'est ce qu'on appelle des joints de grains. Par exemple, en fait, les cristaux en général, ils poussent pas de façon bien, si vous voulez, ils poussent par des petits morceaux qui sont reliés par des endroits où ça. Vous avez un petit morceau de quelques nanomètres où c'est un beau cristal, puis celui d'à côté il est désorienté, celui d'à côté il l'a encore. En fait, c'est ce qu'on appelle les joints de grains. Vous avez aussi en surface, vous avez des oxydes. Enfin, en général, il y a à boire et à manger. Hein, si vous sauf les trucs bien épitaxiés, là, ça peut être propre. Mais en général, c'est pas le cas. Si vous prenez un truc standard, et ça, c'est des trucs pas chargés. Mais ça diffuse quand même. Et on va voir comment ça diffuse. Alors, comment on peut représenter ça? Ben, le plus simple, c'est que on va la représenter par une impureté chargée ouais, là on est encore dans les semi-conducteurs. Ouais, c'est vrai, vous avez raison. Je suis mal numéroté, ouais. Désolé, c'est un alpha, bêta. Par une impureté chargée qui est très écrantée. D'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que vous savez comment on fait. Hein. On introduit à la main une coupure exponentielle dans le potentiel. Ah oui, bon. Bon, un potentiel écranté, vous savez tout ce que c'est. Voilà. Puis on prend un exponentiel de moins K0R sur R. Donc, 1 sur K0
c'est la longueur d'écran. Donc c'est ce qu'on appelle la longueur de Thomas Fermi. Vous avez tous vu ça, non? Vous connaissez tous Thomas Fermi? Allô? Non, vous avez tous vu Thomas Fermi dans votre jeunesse? Non? Personne n'a vu Thomas Fermi? Si. Non, ceux qui étaient à Grenoble en tout cas, non. Ah ouais. Bah, le découvrir non, parce que ça a déjà été découvert. Ah oui, non, mais ça oui, non, je pense. Alors en fait, comment vous faire expliquer Thomas Fermi? Vous voyez, imaginez que vous avez plein d'électrons. Bon. Mais beaucoup, hein, vraiment beaucoup. Et puis vous rajoutez un n plus unième électron. Bon. Ce qui va se passer, c'est que au bout d'un moment, vous rajoutez un, ceux d'à côté ils vont se pousser. Mais si vous êtes à 2 dimensions, par exemple, et ben ceux qu'il y a autour, comme il y en a beaucoup, ils sont pas obligés de se pousser beaucoup pour compenser la charge que vous mettez au milieu. Et ceux qui sont en deuxième ligne, si vous voulez, comme ils sont encore un peu plus loin, ils vont se pousser un petit peu moins. Et puis en 3 dimensions, c'est encore plus facile, hein, parce qu'il y en a 6, il y a 6 premiers voisins, puis etc. Ce qui fait qu'assez vite, quand vous êtes loin, et ben finalement, personne ne se rend compte qu'il y a un électron qui a été rajouté au milieu. D'accord. C'est ce qu'on appelle de l'écrantage. Alors, si vous voulez un exemple, vous imaginez que vous êtes une grande foule, hein, pas 28 comme vous, hein, mais une grande foule, et puis à un moment, vous rajoutez un mec au milieu. Ah, ou une dame, hein, je vais être politiquement correct, une personne. Alors là, 2 solutions s'imposent. Soit vous êtes complètement psychorigide, et à ce moment-là, vous décalez tous d'un cran. Bon, alors là, même le dernier saura que vous en avez rajouté un au milieu. D'accord? Soit vous êtes relativement souple, et vous poussez un peu pour accepter celui du milieu. Bon. Là, assez vite, au bout de 4-5 mètres, les mecs se rendront même plus compte que vous en avez un qui a été rajouté au milieu, parce que chacun s'est poussé un peu, et finalement... Voilà. Bon. La longueur qu'il faut pour que plus personne se rende compte qu'il y a un mec qui a été rajouté au milieu, qu'on appelle la longueur d'écran. On appelle la longueur de Thomas Fermi. Voilà. En gros, c'est ça, sauf que c'est pas des gars, c'est des personnes, c'est des électrons, et puis c'est tout. Alors, la chose qui est un peu plus subtile, c'est qu'en fait, à l'intérieur de cette longueur d'écran, la densité électronique, elle fait des petites vagues, qu'on appelle les oscillations de Friedel. Ça veut dire que si vous imaginez le mec que vous mettez au milieu, vous imaginez bien que la densité va bouger, hein, pour écranter le mec d'en plus. Ben, imaginez que cette densité, elle oscille. C'est-à-dire qu'on avait quelques-uns qui vont être très denses, puis après quelques moins denses, plus denses, moins denses. Et en fait, assez vite, voilà, plus personne ne se rend compte qu'il y a un mec qui s'est rajouté au milieu. Alors, ce dont vous pouvez vous rendre compte quand même, c'est que en dimension réduite, c'est plus compliqué. Plus vous êtes en basse dimension, plus c'est merdique pour écranter. D'accord? Parce que quand vous êtes beaucoup, bah, vous êtes beaucoup, vous avez plus de possibilités d'aller amortir le fait qu'il y a un gars de plus qui s'est mis au milieu. D'accord? Tout le monde se pousse un peu et ça va céder. À une dimension, c'est vachement plus compliqué. Il n'y en a que 2 qui peuvent se pousser. Donc ça vous montre une chose, c'est que l'écrantage, plus vous êtes en dimension élevée, plus c'est facile. D'accord? Donc c'est ça qu'on appelle de l'écrantage. Et la longueur de Thomas Fermi, c'est la longueur qu'il faut pour que plus personne ne s'aperçoive que j'ai rajouté une charge.
Donc en fait, ce qu'elle veut dire, c'est que enfin ce que je veux dire, pardon, c'est que quand vous avez une impureté écrantée, très écrantée, c'est comme si elle était neutre. D'accord? Imaginez que j'ai une impureté chargée, enfin j'ai un gars, si vous voulez, dans ma foule, mais je l'écrante sur une longueur de 2 mètres. Moi je passe à côté, il est complètement écranté le gars. Donc je vois même pas qu'il est là. D'accord? Donc elle dit, ben, finalement, pour représenter une impureté neutre, il suffit que je trouve qu'elle est écrantée sur une longueur, et la longueur qui est écrantée, c'est 1 sur K0. Donc je vais dire qu'il est écranté sur une longueur très courte. Et ça me fait une impureté neutre. Voilà. Donc c'est ça qu'on appelle les longueurs d'écran et les longueurs de Thomas-Fermi. Alors ça c'est très important parce que si je vous expliquais tout à l'heure, ça explique pourquoi dans les métaux, les interactions sont... Enfin, et vous verrez que d'ailleurs c'est pour ça que vous avez des quasi-particules dans les métaux, hein, parce que l'interaction coulombienne est écrantée. Si vous preniez l'interaction plein pot, ça marche plus. C'est pour ça que le liquide de Fermi à 1 dimension, il marche pas bien. Donc voilà, donc on a notre petite interaction écrantée. Vous avez ce terme-là, vous l'avez déjà fait. Ce calcul-là, c'est une coupure que vous rentrez à la main. Et en général, quand vous calculez la transformée de Fourier, vous étendre le alpha vers 0, ben parce qu'en c'est ça. Là, tu fais ça quand tu mets... Parce que tu as une coupure exponentielle. Le potentiel est exponentiellement coupé. Parce que si tu es loin de V de R, parce qu'une impureté statique, si tu veux rendre compte de l'interaction, tu vas mettre un potentiel de cœur dur. C'est-à-dire comment tu modéliserais le V d'une impureté neutre. Si tu veux taper sur une boule, d'accord? À un moment, il faut que tu mettes un V, d'accord? Il faut que tu modélises ton V, d'accord? En général, les gens, ils mettent un potentiel de perdure, c'est-à-dire qu'ils vont mettre un V delta de R moins RI, typiquement. Tu es d'accord avec moi? Bon, ça, c'est quasiment la même chose, parce que tu coupes avec une exponentielle. Je veux dire, pourquoi on met un exponentiel de moins... Merde, je suis en train de faire une connerie. Pourquoi ils mettent ça? À mon avis, c'est pour regarder ce qui se passe en fonction de la longueur d'écran. Je pense que c'est pour ça. Pour pouvoir prendre en compte... Ah, ben ça, c'est parce qu'en fait, justement, tu regardes un potentiel de Coulomb écranté. Parce que l'idée, c'est de regarder un potentiel de Coulomb que tu vas couper. Parce que le problème qui se posait dans les métaux, si tu veux, c'est que dans les métaux, tu es d'accord avec moi, c'est l'interaction coulombienne au départ. Tu es d'accord? Mais tu as un écrantage qui est très fort. Donc pour rendre compte de cet écrantage, tu coupes l'interaction coulombienne par une exponentielle. Pour rendre compte, pour couper la partie à longue portée du Coulomb. Mais ça, alors ça se calcule, ça. Mais ça, c'est ce qu'on appelle les potentiels de Yukawa. Je ne sais pas si vous avez vu ça de temps en temps. Ouais, bah, le potentiel de Yukawa, c'est ça, hein. Alors, c'est un truc qui existe, je crois que c'est dans Particulis qu'on introduit ça. Mais ça, alors tu peux regarder, si tu veux calculer la transformée de Fourier de 1 sur R, pour arriver à obligé d'introduire cette coupure pour éviter une divergence à petit q. Mais ça, c'est un truc que tu introduis à la main pour couper des divergences. Mais physiquement, ça revient à couper les interactions longue portée. Voilà. Je vous remercie. Donc, il y a Béatrice Gognier qui arrive dans 10 minutes. Ok. Ouais. Bien sûr.
Non. Non, on est à K à K' de façon... comment on dit déjà? On est sur la sphère, la même sphère, si vous voulez, on a une énergie constante. Tous ces problèmes-là, pour l'instant, enfin, c'est machin truc, quoi, c'est élastique. Non. Le taux. Alors, c'est ce qu'on discutait avec Monsieur Lample. Si vous voulez, alors, si vous voulez définir le taux, alors, le définir proprement. Alors, effectivement, souvent, je vous donne le nom de temps de vie, etc. Donc, je vais vous donner la vraie définition du taux. J'appelle ça. Alors, pourquoi j'appelle ça un temps de vie de temps en temps? Parce que vous êtes d'accord avec moi qu'un électron qui arrive dans l'état K, qui est diffusé dans l'état K', il change d'état propre. Puisqu'il passe d'une fonction d'onde exponentielle de IK R à exponentielle de IK' R. Donc il n'est plus dans le même état quantique. Et donc taux, c'est simplement le temps sur lequel il est resté sur cet état-là. Donc c'est simplement le temps sur lequel il reste dans cet état K, et puis le temps sur lequel il, en moyenne, sur lequel il reste dans l'état K'. Mais une fois qu'il est diffusé de K à K', il y reste, hein, jusqu'à être diffusé dans un autre état K secondes, etc. Donc en fait, un électron, ce qu'il fait, c'est qu'il fait jeton, 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 jeton. D'accord? Mais sans perdre son énergie, parce que ce qui fait de la résistance, c'est pas qu'il perd son énergie, enfin c'est aussi qu'il va perdre l'énergie, ça on va absolument jamais. Dans ce cas-là, c'est simplement quand tu fais jeton, 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 et ben la quantité de mouvement vers l'avant, elle diminue. Mais dans ce cas-là, il perd pas d'énergie. La semaine prochaine, on verra avec les phonons qui perdent d'énergie, effectivement. Voilà. Hmm. Ouais, ça va aller vite, ça. Les phonons. Les phonons, c'est beaucoup plus compliqué. Les phonons, on peut les créer, les annihiler, c'est merdique. Hmm. Pardon. Non, Kondo, je le fais vraiment, justement, comme c'est très compliqué, je le fais version très simple. Je vous montre juste d'où le log arrive. Après, je vous montre, en gros, je vous montre la phénoménologie des manips. Et après, je préfère qu'on s'amuse un peu avec le transport quantique parce que ça, c'est des choses où vous pouvez faire le cours vous-même. Donc, on fera le cours ensemble. Je vous montrerai des figures. Et puis, on va plus s'amuser avec ça, quoi. Parce que le transport quantique, c'est un truc, c'est que du bon sens. Je dirais presque un enfant de 5 ans pourrait le faire, quoi. Toute la mésophysique, c'est un électron et un potentiel vecteur. Alors, ok, est-ce que quelqu'un sait faire un... Hein? Ouais, dites-moi tout. Ouais. Ça, la dernière page. Alors, si vous prenez la transformée de Fourier de ce bazar, vous allez trouver que sigma de oméga, donc que la section efficace de collision de ce truc, ça vous donne... Alors, on reprend toujours, on a les mêmes termes au bazar. On a Z, E carré, donc ça dépend de la charge de votre truc. Vous avez un M qui traîne. Vous avez un epsilon D H bar carré. Au carré, bon ça, je vous le donne. Et puis ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir un terme que vous connaissez, je pense, qui apparaît très très souvent quand vous avez des trucs écrantés comme ça. Vous avez un terme qui est en K carré plus K0 carré. Et là, et puis au carré. Et alors là, ce terme-là, il est typique des trucs écrantés. D'accord? Et il disparaît quand vous n'avez pas de longueur d'écran, vous avez K0 qui tend vers 0, et vous avez 1 sur K carré, donc là ça a transformé carré typique du potentiel écraté. D'accord? Alors attendez.
on va l'écrire un peu différemment parce que l'écriture avec K simplement elle me plaît pas trop. Parce que le K on va le réserver pour autre chose. On va dire grand K. Ouais. Si c'est la surface efficace de collision. D'accord. Ouais, je vais vous le définir tout de suite ce que c'est que ce grand K. Grand K, c'est simplement K moins K'. Donc c'est la différence de vecteur d'onde entre l'électron qui arrive et l'électron qui part. Grand K, il est là. Hein, donc je vous dis, si vous n'aviez pas d'écrantage, vous enlevez celui-là et vous trouverez ce qui vous plaît. Si vous voulez pas être écranté. Non, alors on va le garder. On va le garder à la fin. On verra ce qui se passe effectivement quand on fait tendre K0 vers 0. Alors c'est toujours pareil. Hein, c'est des trucs. Oui. Sur le K0. C'est sur le K0. Non, mais le K0, il faut faire le tendre. K0, c'est 1 sur K0, c'est la longueur de onde. Mais le problème, c'est qu'il faut le faire au bon moment. Toujours pareil dans ces calculs, il faut le faire au bon moment. Entre autres, ouais. Et de toute façon, vous avez déjà fait les calculs comme ça, non? Pour arriver ici, vous faites tendre l'exponentielle une fois que vous avez fait le calcul. Donc mathématiquement, c'est une pure arnaque, quoi. Alors, hein, disons que ça, vous rentrez un truc dedans pour le faire converger, vous faites votre calcul, et à la fin, vous le faites tendre vers 0, et vous dites que de façon miraculeuse, tout converge bien, quoi. Donc effectivement, les matheux, ils vous font des bons plafonds quand ils vont faire ça, quoi. Non, ça, je trouve que ça marche. Il se trouve que ça marche. Ça s'appelle couper les divergences. Voilà. Comme des barbares. Mais on fait que ça en physique. C'est phénoménologique. Bon, alors, pour aller un peu plus loin, alors si vous regardez un peu ce que vaut ce cas, alors là vous avez, je vais vous faire le dessin en plus gros d'ailleurs. Vous allez voir pourquoi, parce que s'il est en plus gros, ce sera facile à voir. Donc là vous avez θ, là vous avez K, K, prime, et n'oubliez pas que votre triangle il est isocèle. Enfin, isocèle c'est ça quand il y a ça égale ça? C'est un isocèle celui-là? Ouais, je crois. Quand les deux longueurs sont pareilles, là, ça veut bien être isocèle. Il y a Lou qui me dit oui, comme ça. Elle a l'air satisfaite, donc on va dire que c'est isocèle. Donc, dans ce cas-là, vous trouvez tout bêtement que K, c'est égal à 2K, sinus θ sur 2, je crois que c'est ça. Voilà. Et puis, donc vous allez trouver simplement, pour la section efficace de collision, un truc qui va être 4 ZE. Vous avez un M sur epsilon D H bar 4. Non, au carré. Pardon. Et puis là, il vous reste dessous
un terme qui est K0 carré plus 4 K carré sinus carré θ sur 2. Voilà. J'ai oublié le carré. Bon. Alors, là, justement, va intervenir deux choses. Si on va considérer, la première chose, c'est qu'on est à petite énergie. Alors, je vais marquer quand même que c'est une hypothèse. Donc, l'hypothèse, c'est qu'on a petite énergie. Donc, la petite énergie, ça veut dire simplement que K est petit. Donc, en gros, tu es petit devant K0. D'accord, il est petit devant le vecteur de Thomas Fermi. Et puis, ce qui est équivalent d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on a des grandes longueurs d'onde. Alors moi, j'aime mieux le dire comme ça. Alors pourquoi? Parce que vous voulez dire, si vous voulez, que lambda qui est égal à 1 sur K, très grand devant 1 sur K0. Alors si vous faites un petit dessin, ça veut dire simplement que si vous avez 1 sur K0, c'est typiquement, si vous voulez, la taille de mon impureté. C'est la longueur d'écrantage, hein, c'est toujours pareil, c'est la taille de mon impureté. Et puis par contre, lambda, c'est typiquement, vous pouvez imaginer, elle est même plus grand que ça, typiquement c'est la longueur d'onde, donc on s'en fiche un peu de mon électron. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon électron a une longueur d'onde qui est tellement grande que pour lui, il voit une impureté neutre et ponctuelle. D'accord? Parce que lui, il voit pas la structure fine de ce truc. Sa longueur d'onde est tellement grande que lui, il voit un truc, il voit un petit gravier, c'est tout ce qu'il voit. Donc on est dans ce cas-là ici, dans ce cas-là. Alors, ah oui, il manque un carré, vous avez raison, c'est embêtant ça. C'est embêtant que je n'ai pas mis le carré. Donc ce cas-là est relativement simple. Parce qu'en fait, ça ne va plus dépendre de rien. Parce que dans ce cas-là, le sigma de oméga, il devient égal simplement à z e carré m sur epsilon d h bar carré au carré, puis je sais pas quoi devant, là, il y a un 4. Et puis en fait, tout ce terme-là, je peux le dénerver parce que le K il est très petit devant le K0, le sinus carré, le machin. Donc il me reste un 1 sur K0 à la puissance 4. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce truc-là? C'est qu'en fait, pourquoi on perd... alors d'abord, première chose, on est complètement isotrope. D'accord. Pourquoi? Parce que le potentiel il devient complètement constant. Et ça entraîne aussi que ça ne dépend pas de K. Alors, ce que vous voyez, c'est qu'en fait, ici, on a une section efficace
qui en fait, vous avez c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que vous êtes dans un système où vous avez une bille ponctuelle et un électron avec une grande longueur d'onde qui arrive. Donc là, vous êtes dans cette partie, vous êtes dans un univers où il y a un potentiel constant qui existe. Donc vous avez une surface de collision qui dépend de rien. Okay. Alors après, quand on va calculer le temps de vie, ça ne veut pas dire que ça ne dépendra pas de la vitesse, hein, quand même. C'est bien la surface de collision qui ne dépend pas de la vitesse. Le temps de vie peut dépendre de la vitesse. Okay. Voilà, donc ça c'est... Bon, c'est ce qu'on attendait, hein, parce qu'une impureté fortement écrantée, on a dit que c'était une impureté neutre. Moi, si je mets un caillou dans mon bureau, le potentiel, il ne dépend pas de là où je suis dans l'espace. Ok. Bon, on dépense un truc complètement isotrope qui dépend que de K0, de la longueur d'écran. Limite aux bornes parce qu'il n'y a pas de borne. C'est-à-dire que comme on a coupé, si tu veux, parce qu'au-delà de K0, il ne se passe plus rien. Donc tu n'as même plus d'intégrale, si tu veux. L'intégrale, le potentiel, la surface efficace de collision, au-delà de K0, tu as quelque chose qui est parfaitement constant. Tu n'as pas le problème. Tout à l'heure, le problème, on l'avait parce que sigma de oméga dépendait de θ. Donc il fallait le couper à un moment. Parce que la divergence, elle était sur sigma d'oméga. Là, dès qu'on dépasse là, on est dans une mer calme, mais il ne se passe plus rien. Donc on n'a pas de problème là-dessus. Hum. Non, non, hum, hum. Ah, pourquoi la façon la plus simple de le faire. La façon la plus simple de le faire, en fait, ici, tu as un truc qui est très bien connu, c'est ce pourcentage, tu obtiens ça. Ça, c'est super bien connu. Justement, ce paramètre-là, quand tu regardes comment ça varie, expression-là, donc je pense que Thierry Klein le fait avant dans son cours. Voilà, donc j'ai presque fini. Hein, donc il suffit que je calcule mon temps de collision maintenant. Hein, vu que j'ai la surface de collision, ça va être assez immédiat. Donc je calcule le temps de collision et je trouve simplement ni fois v fois une intégrale de sigma de oméga facteur de 1 moins cos θ d oméga. Ça, on l'avait vu tout à l'heure. D'accord. Donc j'écris que c'est n i v facteur de sigma de d oméga. Ok. Moins une intégrale de sigma de oméga cos θ d oméga. Bon, je ne vais pas inventer grand chose. Alors, bon, ça évidemment, vous savez ce que c'est le sigma total. L'intégrale de la section efficace de collision sur tout l'espace, c'est surface de collision totale. Alors, ouais, alors ce machin, c'est un sinus θ, dθ, dφ. Mais alors, ce que vous voyez, c'est que ça, plus ça, ok, ça va vous donner une sorte, pas une sorte d'ailleurs, ça va vous donner un terme qui va être un cosinus carré θ. D'accord. Et ça va donner 0. D'accord.
Et donc finalement, il nous reste un terme complètement trivial, c'est que le temps de collision s'écrit simplement NIV sigma total, qui transcrit en énergie vous donne que le temps de collision est égal à epsilon puissance moins 1,5, puisqu'on considère que l'énergie, E est égal à 1,5 de mv2. Alors, quand même, on obtient là un résultat complètement trivial. Et alors ça se comprend parce que finalement, uniquement ce qu'on a fait, c'est que ce qu'on a dit, c'est que comme une impureté écrantée, finalement, elle crée, au-delà de son truc d'écrantage, un potentiel qui est absolument constant. D'accord ? Ben finalement, donc le sigma de oméga ne dépend plus. Donc on a une diffusion sur une impureté statique. Donc c'est absolument logique qu'on trouve que le 1 sur tau soit simplement la somme de la diffusion sur nos Ni impuretés. D'accord ? Ça c'est parfaitement logique. Donc c'est le temps de diffusion, enfin l'inverse du temps de diffusion, le taux de diffusion, c'est simplement Ni fois la diffusion sur une impureté. D'accord ? C'est le cas le plus trivial. D'accord ? Donc c'est ce qu'on trouve ici. Et vous avez un taux qui varie comme la racine carrée de l'énergie. D'accord ? Donc ça c'est le cas. Alors ça c'est le cas que vous allez trouver typiquement sur tout. Alors ça on reviendra dessus. Alors quand on regardera le problème des métaux qu'on va regarder tout de suite après. On va pas avoir le temps aujourd'hui, on regardera la semaine prochaine parce que on est dans les métaux, on est dans ce cas-là. D'accord ? Alors on discutera un peu de ce qui se passe dans les métaux, mais dans les métaux, on est essentiellement dans ce cas-là. Ok ? Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? C'est clair ? Ouais. Ouais. Pour celle-là ? Ben non, parce que si tu veux justement, on intervenir uniquement sur le sigma de oméga, si tu veux, qui va apparaître là. Mais si tu veux, parce que en fonction de la longueur d'écran quand tu es là, si tu veux pouvoir regarder la variation en fonction de K0. Ah ben parce que j'écris parce que j'ai écrit que 1,5 de MV2 égale énergie. Non, non, c'est parce que... attendez, excusez-moi, non plus que je le fais à l'arrache, mais c'est juste un truc comme ça. Oh, vous avez raison, attendez, je vais l'écrire proprement. Ce que je voulais dire, c'est que c'est proportionnel, c'est tout. Voilà. Voilà, c'est tout. Ok, bah vous faites une pause et puis voilà. À plus tard. Bien, donc bonjour à tous. Et avant de mettre le cours en ligne, je voulais quand même vous corriger la grosse bêtise que je vous ai dit au début du cours à propos de l'intégrale qui convergeait, qui divergeait. Donc je vous rappelle qu'on avait un truc qui était 1 sur tau, qui était égal à l'intégrale de 2 pi r carré
sur 1 moins cos θ sur 4 sinus carré θ sur 2 sin θ dθ. Et je vous avais dit, avec l'énergie d'un étudiant de première année, que cette chose-là divergeait en θ égale 0, donc ce qui était idiot, parce qu'évidemment ça tend vers 0, ce qui a des conséquences sur le θ après. Donc ça c'est trivial à montrer en fait, parce que vous écrivez simplement que sin θ, donc ce terme-là, c'est 2 sin θ sur 2 cos θ sur 2. Ok. Donc vous obtenez déjà qu'il vous reste ici un terme 1 moins cos θ fois cos θ sur 2 sur sin θ sur 2. Ok. Alors, si vous regardez ensuite ce qui se passe quand ça tend vers 0, alors vous avez ici, évidemment le problème c'est de prendre la limite de ce truc-là. Alors le cos θ sur 2, lui, il ne nous pose pas de problème, parce que bon, lui, il tend vers 1, donc ça, c'est pas un problème. Le problème, c'est de regarder le 1 moins cos θ sur sin θ sur 2, qui évidemment tendent tous les deux vers 0. Donc en fait, il faut simplement regarder un problème de limite tout bête, qui est que ce truc-là, ça se comporte comme θ carré sur 2, et ce truc-là, ça se comporte comme θ sur 2. Donc finalement, on a que le comportement de 1 moins cos θ sur sin θ sur 2, en fait, ça se comporte essentiellement comme θ. Et donc, vous obtenez simplement que